Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Alexandre, on pensait avoir vu beaucoup de choses. Dans les derniers mois, on a eu des histoires de torture dans cette guerre entre les Hells et les groupes indépendants dont Félix Séguin nous parle quotidiennement. Mais là, on a atteint un autre niveau hier. On a de nouvelles informations qui nous proviennent du bureau d'enquête, Mario, sur un événement survenu en début de semaine à Frampton, en Beauce. Souvenez-vous qu'on avait retrouvé le corps d'une personne. Eh bien, on en sait davantage. Le corps retrouvé est celui d'un adolescent de 14 ans. Ce qui serait arrivé, toujours selon les informations de notre collègue Félix Séguin et du bureau d'enquête, c'est qu'il y a 2 adolescents de Montréal ont fait le chemin jusqu'à Frampton en Beauce pour aller justement poser un geste d'intimidation envers un club-école affilié aux Hells Angels. Donc deux kids mineurs oui, partent pour aller régler le cas des Hells en Beauce. C'est ça. Alors, c'était le repère du club-école des Hells du côté de la Beauce. Alors, les 2 étaient armés d'un fusil de type AK-47 et ce sont 2 ados qui étaient membres du gang de rue de Saint-Léonard, EGK. Everybody gets killed. Tout le monde va se faire tuer. C'est un gang un beau nom de groupe. Oui, non, c'est rassembleur. Et c'est un gang qui serait sous l'autorité d'un autre groupe encore plus violent, le Arab Power. Ce serait, Mario, 2 groupes qui essaieraient de s'immiscer dans le conflit qui fait rage actuellement entre les Hells et le BFM. Mais qui sont d'aucun des 2 bords. Ce serait un 3e groupe, mais qui veut profiter de la chicane pour s'insérer. Là. Exactement. Alors, parallèlement à tout ça, il y a eu réaction de la part du ministre de la Sécurité publique qui a qualifié d'immonde le fait d'enrôler des jeunes pour faire le sale travail des gangs de rue et a réitéré sa confiance à la police pour essayer là, de rassurer la population. 14 ans, Mario. 14 ans. 14 ans, t'arrives avec un AK-47 pour aller faire le job aux Hells. Puis tu finis... Écoute, parce que moi, quand le corps a été découvert, personne ne semblait se douter que c'était un mineur, mais quand le corps a été découvert, on parlait d'impossibilité de le reconnaître, là, que le corps était, je sais pas, mutilé, mais c'était un carnage, là. Et parallèlement à tout ça, on sait qu'il y a toujours Dave Picturmel, celui qui est à la tête de BFM, Blood Family Mafia. Lui, il a un contrat sur la tête. Ouais. 500 000 $. Un contrat sur sa tête. Il est introuvable, il sera en cavale quelque part à travers le monde, mais ça brasse. Là. Puis jusqu'où ça va aller? Puis où ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a une escalade de violence? Mais le fait que... Puis quand des groupes de jeunes à Montréal qui recrutent s'appellent les Everybody Gets Killed, ça donne le ton. Ça donne le ton. Mais j'ai hâte de parler. Félix Séguin va être avec nous comme chaque jour vers 8h15, 8h20. Il va certainement aujourd'hui nous donner tous les derniers détails là-dessus. On reste dans le monde du crime, des vols d'auto, vols de voitures. C'est en une du journal. On a beaucoup parlé du fléau de vol de véhicules et de l'ingéniosité des voleurs de véhicules pour essayer de les faire passer en douce puis de les amener là, jusqu'au port de Montréal, entre autres. Eh bien, visiblement, un stratagème quand même assez ingénieux. C'est un groupe de criminels qui utilise une roulotte modifiée pour voler des véhicules en Ontario, des véhicules de luxe, puis les acheminer par la suite au port de Montréal. Les vols de véhicules, on estime à peu près à 3 millions de dollars dans ce cas-ci. Puis si vous voyez vraiment les photos, là, c'est comme, imaginez, là, vous croisez une tente roulotte, là, d'une bonne grosseur quand même sur l'autoroute, sauf que c'est trafiqué. En dedans, il n'y a pas le petit évier, puis le lit, puis tout ça. Là. C'est ça, là, il n'y a pas le panneau rétractable, là, puis le petit divan, puis les petites armoires, puis la douche. Là. Non, c'est qu'à l'arrière, il y a une porte là, qui se déploie. Avec une espèce de rampe. Une rampe, et là, ils rentrent des véhicules là-dedans, puis là, ils ont l'air de s'en aller au camping Sainte-Madeleine. On part de Montréal. On part de Montréal plutôt qu'au camping. Il y a plusieurs individus qui ont été arrêtés en lien avec ce stratagème-là. Il y en a d'autres qui sont recherchés par la police. Mais quand même. Donc, ils se promènent sur la route. On est rendu là. Sur l'autoroute en toute impunité. Roulotte. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Mais il reste que le vol de véhicules, il y en a encore, là. Mais ça a diminué. Tu sais, on nous a dit à un certain moment, je me souviens des premières entrevues, parce que moi, à un moment donné, j'étais choqué. Je me disais, écoute, les gens se font à Montréal, dans l'est de Montréal, les gens se faisaient voler, même ça arrive sud, à Laval, les gens se faisaient voler leur véhicule. C'était écœurant. Puis les assurances de tout le monde montaient. Puis on nous disait du côté de la police, ça, c'est complexe, puis c'est évolué, puis c'est ici, puis c'est des gros. Mais c'est drôle, quand les gouvernements ont dit, là, la pression des compagnies d'assurance, la pression de l'opinion publique sur les gouvernements, quand les gouvernements ont dit, là, c'est fini. On met les ressources policières, l'Agence des services frontaliers.
Il y en a encore, mais ça a diminué. Là. Ça s'est calmé, puis je pense que c'est pas fini. Et je dis ça pour dire, il va falloir faire la même chose avec la fraude. Je fais du coq à l'âne, mais Isabelle Chevrier, qui nous a parlé cette semaine, l'auteur d'Indéfendable, non, mais qui s'est fait frauder au téléphone par quelqu'un qui imite la voix. Et voici mon raisonnement. Ces fraudeurs-là, il y a du monde présentement que c'est leur métier à temps plein. Là. Ils inventent des fraudes, ils inventent toutes sortes de schémas là, d'utiliser la voix, d'imiter pour voler des grands-parents. Puis, ils ont tellement... D'abord, il y a deux problèmes. Un, ils ont zéro peur de se faire prendre. Très, très faible peur de se faire prendre. Et si jamais ils se font prendre, comme nos lois sont tellement peu sévères, on dit c'est un crime sans... T'as volé une vingtaine de personnes âgées, c'est un crime sans violence, tu sais. Puis bon... Et il va falloir que la justice là, soit intraitable. Il va falloir qu'on ait à la une du Journal de Montréal là, des sévérités de peine puis des avocats de la défense des peines exemplaires puis des avocats de la défense qui hurlent que le juge est viré fou. Les peines sont rendues bien trop sévères pour faire peur aux autres. Là. Qui ait peur de se faire prendre puis peur que... Si tu te fais prendre à voler des vieux, là, tu vas passer des années en prison, tu croiras même pas ça, tu vas gâcher ta vie. Parce que là, les gens, ils réfléchissent même pas. C'est une façon. Tu veux-tu faire de l'argent facile? La fraude. C'est devenu... C'est vrai qu'il n'y a pas de conséquences. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais c'est parce que ça... Moi, j'écoute parler des personnes du troisième âge autour de moi. Et c'est rendu, ils ont peur d'un courriel. Là. Ben oui. Ils ont peur de tout. Là, un courriel rentre, un texto. C'est une fraude. Donc, il y a l'industrie de la fraude, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc, tu sais, je pars du vol d'auto pour dire le vol d'auto, voilà un exemple où on s'est fait dire tu sais, au point de vue policier, c'est impossible à régler. Puis là, on nous dit un peu la même chose à propos de la fraude. Si on décidait que la fraude, on aura le pompon, là, on dirait aux gens, dès que vous recevez un courriel frauduleux, envoyez l'adresse de provenance, envoyez-le immédiatement à la police. Un numéro de téléphone, un appel frauduleux, immédiatement à la police, puis on fait pas l'enquête dans 6 mois, on fait l'enquête dans 5 minutes. Là, on passe, c'est quoi ce numéro-là? À qui? OK, ce numéro-là? C'est l'adresse IP, c'est-tu Bell, TELUS, Vidéotron? Qui a fourni le cellulaire de cette personne-là? Qui paye le compte? C'est facile pour eux de le retracer, ça. Là. On court après. C'est facile quand tu as les ressources. Ouais. Et ça va être l'enjeu. Parce que moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais la fraude, ça se peut plus. Je te dis, la fraude, c'est devenu un fléau là, qui écœure vraiment tout le monde. Bon, voilà, assez. On en sait davantage sur la FIC là, qui a publié un peu les grands éléments de cette proposition du conciliateur qui pourrait devenir la nouvelle convention collective. Et on est en train de décortiquer ça ce matin, Mario. On va y aller avec les points importants qui avaient fait les manchettes, entre autres sur la mobilité de la main-d'œuvre. C'était un enjeu. Là, on en sait davantage à ce qui sera sur la table. Il ne pourra pas y avoir plus de 40 km entre les installations les plus éloignées d'un centre d'activité d'un même établissement. Globalement, 40 km, puis tout dépendant, des fois, c'est moins que ça. Par exemple, Ville de Québec, on parle de 15 km. Donc, si quelqu'un, je sais pas moi, un employé est transféré temporairement d'un centre X à un centre Y faut à pas Québec... qu'il y ait plus que 15 km de son lieu de travail régulier. Exactement. Là. 30 km pour la région métropolitaine. La FIC aussi va participer à l'équipe volante, la fameuse équipe volante qui décollait pas parce qu'on manquait de monde. Donc, on a dû aussi augmenter, si tu veux, pas augmenter, mais repousser l'échéancier pour le recours aux agences privées. Donc, cette équipe volante-là serait déployée prioritairement en Abitibi, en Outaouais et sur la Côte-Nord. Et là, il y a des primes, des montants forfaitaires. C'est vrai qu'il y a des primes qui existaient déjà depuis la COVID, puis dans l'enjeu de la négociation, c'est que lesquelles on rend permanentes, puis comment on les rend permanentes. C'est ça. Alors, de 50 et 100 $, donc des primes, des allocations de déplacement, on parle de kilométrage, de repas, bien sûr, lieu d'hébergement aussi, et il y a tout ce qui concerne aussi le rattrapage, en chirurgie et les périodes critiques. On sait que l'été, ça en est une. Alors, l'été, 20 semaines, fêtes. L'été, les fêtes, c'est toujours 2 périodes épouvantables, donc 20 semaines de primes pour période critique. Et je vous rappelle que les syndiqués vont se prononcer sur cette entente-là, qui a été présentée par le conciliateur et les délégués de la FIC ont accepté de le présenter aux membres. Ça va se faire entre le 15 et le 17 octobre prochain, Mario. Dès que Pierre Poilievre a présenté sa motion pour renverser le gouvernement, le chef du Bloc, qui est François Blanchet, a dit « Moi, je ne voterai pas, je n'embarquerai pas dans la stratégie Poilievre, je ne voterai pas pour cette motion ».
Et hier, je pense pas que François Blanchet l'avait vu venir, celle-là. C'est François Legault qui l'a blâmé, qui lui a dit, dans l'état actuel des choses, tu devrais pas, le Bloc, maintenir au pouvoir Justin Trudeau. Mais je te dirais, je pense qu'on a été plusieurs à être un peu surpris de la sortie de François Legault. Qui arrivait comme un peu du champ gauche. Oui, c'est ça. Donc, dans les corridors de l'Assemblée nationale, François Legault qui a interpellé, Yves-François Blanchet, mais via Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Paul, parle à ton chum. Paul parle à Yves-François, essaie de le faire changer d'idée pour finalement qu'il appuie les conservateurs dans le dépôt la semaine prochaine de la motion de non-confiance puis qu'il fasse tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Ce à quoi, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas voulu donner suite. Je vous ferai entendre d'ailleurs ses propos suivis d'Yves-François Blanchet aussi, là, qui a dit, écoutez, là, moi, là, j'embarque pas là-dedans. Je veux faire des gains, notamment sur la pension des aînés. Et écoutez, François Legault également, de quelle façon il avait présenté sa demande à ses deux homologues. M. Saint-Pierre Plamondon a le devoir de se lever debout, d'être courageux, puis d'interpeller Yves-François Blanchet. Donc, je veux que le Parti québécois convainque le Bloc québécois de changer le gouvernement à Ottawa parce que Pierre Poilievre va solutionner tous les problèmes que j'ai échoué à solutionner. Sa cible, c'est Paul. OK. Le jour où je vais penser que M. Legault veut vraiment s'en prendre à moi, il va s'en apercevoir. Tu ne demandes pas à un parti qui a depuis 3 jours la balance du pouvoir. Peux-tu renoncer à la balance du pouvoir pour remplacer Joe par Jack? Je vais dire, ils ont tous été assez bons, hein, mais moi, j'ai vu 3 choses dans l'intervention de François Legault. Un, il aime vraiment pas Justin Trudeau. Sur le fond, je pense qu'il est d'accord avec ça. Il veut pas prolonger le gouvernement de Justin Trudeau à cause d'immigration, empiètement d'un pouvoir du Québec. Je pense que c'est les 2 grosses affaires. Il y a de ça. 2, je pense qu'il fait une petite jambette à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je l'écris ce matin dans le journal. La stratégie du Bloc, elle se tient pour le Bloc. Mais elle n'est pas bonne pour le PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est l'homme de principe, l'homme de rigueur qui nous dit, l'immigration au Canada, c'est en train de nous faire perdre notre français au Québec. Alors, c'est difficile, Paul Saint-Pierre Plamondon, de justifier de quelle façon tu veux quelques mois de plus de Justin Trudeau avec tout ce qu'il a dit sur Justin Trudeau puis sur le fédéral. Donc, je pense que François Legault se dit, quand Paul Saint-Pierre Plamondon va se lever en chambre, il va me parler d'immigration, là, je vais dire, ça, c'est le gars qui voulait maintenir Justin Trudeau au pouvoir plus longtemps. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Après ça, Legault se dit, OK, je vais me faire accuser de faire une petite passe à la palette à Pierre Poilievre. Bon, OK. C'est pas complètement bon, c'est vrai, mais mettons que lui, là, François Legault, sa dernière année au pouvoir, là, qui va être 2025-26, mettons qu'à Ottawa, le premier ministre a dénommé Pierre Poilievre, puis qu'il y a des moments critiques, il y a des moments charnières, tu as fait des petites passes à la palette. Il va s'en souvenir. Tu sais que des fois, ça revient, cette affaire-là, l'ascenseur, là. Et donc, ça pourrait être pratique pour François Legault, dans son année préélectorale, de dire, regarde bien ça, si on s'entend bien avec Ottawa, puis on a obtenu X 700 millions pour ceci, puis une entente de 2 milliards pour cela, puis là, ça va, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une série de calculs. Si je pouvais ajouter une autre affaire, tout ça, le matin où Pablo Rodriguez annonce sa candidature. Peux-tu remarquer que l'annonce de Pablo Rodriguez est comme passée au deuxième rang des nouvelles? Complètement. Oh, fait oui, que, il a occupé l'espace, M. Legault. C'est une sortie... Quelle belle stratégie, dans le fond, pour lui. Une sortie moyennement habile de François Legault sur la forme. Mais quand tu découpes tout ça, tu dis, OK, je comprends un peu ce qu'il a voulu faire. Ceci dit, le Bloc a changé de discours aussi. Parce que avant hier, le Bloc disait non, pas d'élection, là, puis nous, on va voter contre la motion des conservateurs. Là, il y a une fenêtre, là. Oui, là, et François Blanchet dit on votera pas là, avec les conservateurs ce mercredi. Parce que là, on a la balance du pouvoir, on veut presser le citron, aller chercher des choses. En octobre. Mais oui, en octobre. Donc, quelques semaines plus tard, il dit Justin Trudeau se rendra pas jusqu'à Noël. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Le Bloc veut pas embarquer dans la stratégie Pierre Poilievre, mais veut peut-être obtenir, dans le fond, le même résultat que Pierre Poilievre, mais... Tu comprends? Pas avec Pierre Poilievre qui colle les shots tout seul. J'ai l'impression qu'on va être en élection plus tôt que tard. On en parlait de Pablo Rodriguez, qui a été un peu éclipsé par tout ça, mais qui a quand même annoncé sa candidature. Et quelle
beau moment d'émotion. Ah, c'était toute une mise en scène. Hein? La traversée du pont. La traversée de la rivière des Outaouais avec sa conjointe, sa fille. Et là, on convoque la presse. Il a fière allure quand même. Il est Ah toujours bien habillé, impeccable, avec les cheveux, belle démarche. Absolument. Traverse le pont. Ah non. Il y en a qui ont trouvé ça quétaine. Ben, Non, moi j'ai bien aimé la mise en scène. Je trouvais simple. Exact. Ah oui, hein? Un petit peu. Je le trouvais juste, moi, un petit peu essoufflé. Puis, tu sais, il fait chaud pour marcher aussi. Ah oui, c'est sûr qu'il a pas été... Il y avait bon, l'aspect, ça, c'est mon petit côté image politique, mais le fait que Pablo Rodriguez annonce donc son intention, M. Trudeau a dû rebrasser ses cartes un petit peu. Ça a été confirmé au cours des dernières heures. Donc, c'est Anita Anand qui succède à Pablo Rodriguez au transport, Jean-Yves Duclos, qui hérite du rôle de lieutenant du Québec. Et Pablo Rodriguez a été beaucoup questionné sur un peu le bilan de Justin Trudeau, là, qui amène un peu avec lui à Québec aussi. Puis toute la question aussi d'Amira El-Gawabi. Feriez quoi, là? Monsieur Rodriguez, vous auriez fait quoi si vous aviez été à l'Assemblée nationale? Et là, il a dit, moi, si j'avais été à l'Assemblée nationale, j'aurais voté comme mes collègues, puis je l'aurais blâmé, puis j'aurais demandé sa démission. Or, c'est drôle, on l'entendait pas dire ça. Il sort de gouvernement qui l'a nommé, là. C'est ça. On l'entendait pas dire ça quand il était autour de la table du Conseil des ministres de Justin Trudeau. Mais en même temps, on comprend qu'il y a une solidarité ministérielle. Je pense que ce qu'il faut mais... entendre de son propos, c'est quand tu es un peu plus nationaliste dans un cabinet Trudeau, tu gagnes pas tous tes points, là. Tu tires la couverte un peu, puis à un moment donné, elle te sort des mains, puis tu retires le coin, puis tu fais ce que tu peux. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait interpréter son point de presse d'hier. Sur ta première remarque sur la formation du Conseil des ministres, j'ai été déçu. Bon, M. Duclos, lieutenant du Québec, c'est bien correct. Puis il est devenu un politicien. Au début, c'était un politicien un peu théoricien. Il sortait du monde universitaire, mais il est devenu un politicien efficace et habile, pas de problème. Mais c'est juste que c'est un affaiblissement du Québec, là. Le ministère des Transports, c'est un ministère important. Et là, on le donne en Ontario. Donc, carrément, il y a comme un gros ministère qui vient de quitter le Québec, là. J'aurais pensé à Soraya Martinez-Ferrada, la députée de l'Est de Montréal, qui a bien performé récemment. Mais j'ai été comme déçu de dire, OK, on nomme Anita Anand. Peut-être c'est temporaire, peut-être que M. Trudeau, mais quand même, le message... Il y a juste au Québec qu'il y a encore une base d'appui, Justin Trudeau. Partout ailleurs, tout s'est effondré. Puis là, il enlève un ministère important il y a 10 ministres Québec. au Québec. Il y a 10 ministres au Québec. Ouais. Sur 37. Ouais. Dans le cabinet de M. Trudeau. Finalement, le J.D. Power, cette firme qui évalue la satisfaction de consommateurs dans 1000 matières, vient de publier son rapport sur les aéroports en Amérique du Nord. Oui, et il faut aller vraiment en bas de la liste là, pour l'aéroport trouver... Dorval Trudeau n'est pas premier. Non, Montréal Trudeau n'est pas Vraiment premier. surprise. Pas premier, voyons. ni deuxième, ni troisième. Ah, Il y en a combien en tout? Il y en a 27. Il y en a 27. 26e sur 27. 26 sur 27. Ça va bien. Et là, il y a 7 critères, puis c'est dans la presse là, ce matin. 7 critères évalués, notamment la fluidité à l'intérieur de l'aéroport. 0. L'aérogare, de quelle façon, les installations. Ah, c'est en travaux, là. Ouais. Soyons optimistes. Ensuite, Le niveau de confiance. 0. Le personnel. Bon, Ça dépend. moyen. L'expérience client au départ. Personal is very good. I like the personal there. C'est ça, il faut en maîtriser anglais, l'anglais. Donc, les restaurants, c'est pas les restaurants, si pire. et les services à l'arrivée. Donc, les valises, les douanes, tout ça. Ça, c'est very demure. Les gens qui viennent nous chercher au terminal avec les agents qui leur crient après « Non, on n'a pas le droit d'être là, attention là. » On a tous vécu des affaires super, super Mais agréables. 26e sur 27. Oui. C'est où qu'il y a un pire? On l'a-tu dans la liste? C'est où qu'il y a un pire? C'est gênant, c'est le qu'on n'aille 27e. pas dans cette ville-là. J'ai-tu le 27e? Non, j'ai le Non, on l'a 26e. pas. Le 20, mais je peux vous revenir Ah, tantôt tout. là-dessus. Mais et ce serait dû à quoi? Selon un directeur des voyages chez J.D. Power, on serait trop à l'étroit à Montréal Trudeau. On manquerait d'espace. Alors, c'est pour ça que Ils l'expérience... sont en train client- d'agrandir. Hey, on va essayer de trouver l'optimisme dans ce nouvelle-là. Et finalement, il y a un retour au Canada. Hey, sérieux, Célèbre, Isabelle. C'est digne d'un film. Le retour du portrait du premier ministre britannique Winston Churchill qui a été volé il y a 2 The ans. Roaring Lion. Oui, Le lion rugissant. Hey, c'est pas croyable, cette histoire-là. Hier, c'était la remise du portrait à l'ambassade du Canada à Rome. Il y a eu une cérémonie hier matin, là, et célébration aussi, parce que le portrait a été volé dans le temps des fêtes, fin décembre 2021, début janvier 2022. Les employés ont réalisé le vol parce que ça a été remplacé par un faux
tableau. C'est ça, c'est que s'il avait laissé rien, le mur vide, quelqu'un aurait réalisé dans l'heure suivante, il manque un tableau, mais ils ont mis un faux. Et ça a été long avant qu'on réalise, le cadre n'est pas tout à fait au niveau, puis il y a quelques détails qui ne cadrent pas. Alors, l'enquête n'a commencé qu'en août 2022, plusieurs mois plus tard. Et la semaine dernière, on apprenait qu'il a été retrouvé. Il y a quelqu'un qui a été arrêté en avril. Il y a plusieurs chefs d'accusation. Un Ontarien arrêté, mais, mais le tableau était plus, lui, il était en Italie. Oui, parce que lui, le voleur en question, a remis ça dans une maison aux enchères. Et c'est un collectionneur, un avocat en Italie qui l'a racheté. Mais ni l'acheteur et le vendeur ne savaient qu'il s'agissait d'une toile volée. Donc, c'est grâce à l'enquête, finalement, qu'on a réussi à remonter jusqu'à l'avocat en Italie. Et puis, il a décidé de collaborer, le Nicolas Cassinelli, pour remettre le tableau en question. Mais ça a pris donc 2 ans. Et là, d'ici la fin du mois d'octobre, là, on pourra revoir le tableau au Château Laurier à Ottawa. Parce que là, il y a les douanes, il y a les inspections, il y a des documents à signer, tout ça. Là. Mais quand la paperasse va être passée, fin octobre, on pourra revoir enfin le lion rugissant. On peut imaginer que... Elle pourrait faire une bonne Il va être plus sécurisé dorénavant. Je pense que oui. Au Château Laurier, on va le sécuriser davantage. Oui, c'est bien de le dire en français, rugissant, parce que pour un francophone, là, roaring, je pense que c'est le mot le plus difficile à prononcer. Mais je me suis risqué. Bravo. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.